Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Bonjour le King, comment ça va en ce lundi 25 octobre? Salut le G, ça va très bien. Et toi, comment vas-tu? Ça va très bien, écoute, l'actualité a été particulièrement chargée pour toi le week-end dernier. Je me permets de faire un petit coup de promo parce que ça y est, la carte complète et la billetterie d'Ares Fighting Championship viennent d'être officialisées. Soulagé, ça y est là, de pouvoir arrêter toutes ces cachotteries finalement? Soulagé de pouvoir parler librement d'Ares 1, 2 et 3 d'ailleurs. Ah d'accord. Donc il commence déjà le teasing pour le troisième. On va déjà se concentrer sur le deuxième parce que il y a une carte qui est particulièrement dense et un combat quand même. Hassan N'Dam, Jimmy Vienno. C'est celui où on a l'impression que là, les gens se disent wow, qu'est-ce qui va se passer dans ce combat-là parce que les deux n'ont pas beaucoup d'expérience en MMA. Et comment c'était venu de te dire on va faire ça entre deux experts du striking qui viennent de disciplines différentes et là qui vont s'affronter dans la cage? Comment ça m'est venu? Non, je pense juste que déjà il faut s'adapter à la régulation, à la réglementation de la Fédé. La FMMAF souhaite qu'il y ait de l'appareillement qui soit beaucoup plus câblé sur les chiffres. Donc on a un Jimmy Vienno qui a un combat en MMA, on a Hassan N'Dam qui a 0 combat en MMA, mais les deux ont chacun, Jimmy Vienno, je crois qu'il est 5 fois champion du monde de Muay Thai. On a Hassan N'Dam qui est, je crois, 2 fois champion du monde de Muay Thai, de boxe anglaise. Les deux mondes se clashent dans un premier temps. Ce qu'on lit tout de suite, c'est que les passionnés du MMA disent c'est ok, il y a un qui a 8 armes, les poings, les pieds, les coudes, les genoux, et puis il y a un qui a 2 armes. À la base, c'est ce qu'on voit. Cependant, quand on rentre dans le technico-tactique, moi, je suis incapable de dire comment ça va se passer. Et c'est ça qui crée la curiosité de tout le monde, c'est qu'on revient à la base du MMA. On a un beau combat qui est plutôt simple, avec très peu d'expérience en MMA, mais sur lequel chacun a fait son chemin. Jimmy Vienno, c'est un mec assez intelligent. Il a pris le temps de monter doucement en pression et de penser qu'il a le niveau aujourd'hui de pouvoir faire du bon MMA. Hassan N'Dam, il est très bien encadré en MMA. D'abord, il a fait ses armes au MMA Factory. Aujourd'hui, il travaille avec Aldric Cassata à Nice. Et donc, c'est une bonne chose. Je pense encore que c'est ce genre de combat que l'on a envie de faire. On prend le pari de faire des combats où vraiment, il est très difficile de finalement parier. Et là, tu te dis, il y a quelque chose, tu tiens quelque chose. Et malheureusement, enfin ou heureusement pour les fans, mais malheureusement pour Taylor Lapillus, il sera donc bien main event à Ares contre Wilson Reis. Toi, s'il y avait un seul combat que tu devais garder de cette carte, même si c'est très difficile, et vous inquiétez pas, le 11 décembre, lors du King Energy de cette semaine-là, on va parler, bien évidemment, on l'a en large et en travers de cette carte-là, mais là, déjà, si tu dis, les gars, il y a un combat qui est en train de passer sur les radars, et celui-là ne le manquait pas. Euh, il y a, j'ai du mal. Un combat à garder? Non, c'est difficile. Parce que, Ou alors celui où tu te dis, c'est un peu, vous allez me remercier plus tard parce que celui-là, vous allez le regarder grâce à moi et vous pourrez briller en société en ayant vu ce combat-là. les deux premiers combats, je pense que le panorama du MMA va remercier Ares d'avoir pondu ces deux combats. Ce sont deux combats de débutants que personne ne connaît, enfin, que beaucoup ne connaissent pas. Temelan Azizov contre Patri, le gars de la République tchèque, ça va être un combat de fou parce que ils ne sont pas connus, mais on est quasiment sûr que ce combat, le vainqueur ou les deux finiront à l'UFC à un moment donné de leur carrière. Ensuite, il y a un petit combat de débutants, en fait, qui est celui de Iris Mahmouzet contre son adversaire. Je ne pense pas que je peux déjà dire le nom parce elle va comme ça, de débutant, Iris Mahmouzet, qui est très connue en Muay Thai, qui est championne de France de Muay Thai, qui va faire ses débuts. Elle a déjà fait un combat amateur en MMA. Mais là, on va voir quelque chose de différent. Et donc, je pense que ça, ce sont des combats à remercier. Mais il y a des combats incontournables. Dagir Imavov contre l'anglais. Comment il s'appelle?
Entwistle, j'arrive pas à dire exactement son nom, mais le British en question est phénoménal. Il vient de sortir de l'UFC, il est tout frais. Il a fait un fight au brève, mais derrière ça, il prend tout de suite Dagi Imavov, qui est un phénomène. On connaît, on a ceux qui viennent d'arriver dans le milieu du MMA ont certainement par la bonne mémoire de se rappeler que chez les Imavov, le solide, le très solide nom d'Aguirre, le prénom d'Aguirre, c'est quelque chose qui a une vraie consonance sur la précision, la technique, la violence, la brutalité, la lutte, le Daghestan. Il représente le Daghestan. Et même s'il a fait toutes ses armes en France, il a grandi en France et tout, il est méthodique. Il est à la fois très, très bon. Il aurait pu faire une carrière en boxe anglaise et il fait une carrière en lutte. Et il va faire un très beau combat contre un jeune qui n'est jamais allé à la décision, je pense. Je pense que tous ces combats se sont terminés à la, voilà, avant la limite, ouais. Avant la limite. Et puis, oui, il y a, et puis le fameux combat. Enfin, faut redire ça, parce que, ce n'est qu'une partie remise. Je pense avant 2022, il est possible que ce soit réglé puisque c'est un problème de visa qui a été résolu finalement, mais le visa arrive trop tard et donc l'UFC a dû faire le choix de mettre quelqu'un d'autre à la place de Taylor. Ça, c'était prévu. On avait une discussion avec Shane qui m'avait dit, écoute, vous avez jusqu'à jeudi. Si par miracle, l'ambassade des États-Unis réussit à vous délivrer, à mettre le visa sur le passeport de Taylor, le visa de travail avant jeudi, alors il voyage et il combat. S'il ne le fait pas, on va devoir repousser ça à plus tard. Et donc, c'est ce qui a été fait. Mais le combat, c'est un combat de titan. Faut rappeler que Taylor Lapillus, champion du GMC, champion du TKO, il a battu Maness, qui aujourd'hui est sur 3 victoires consécutives à l'UFC. Il a battu quand Maness était 10-0. Il n'avait pas une seule défaite et Taylor Lapillus l'a fini aisément avec un KO. Donc, on sait qu'il y a un vrai potentiel sur Taylor qui a déjà fait un round à l'UFC et qui pourrait faire un autre round à l'UFC et ce round-là pourrait être le round décisif. Il va affronter un qui a lui déjà fait la ceinture de l'UFC. Ok, c'est Wilson Reyes. En flyweight, il a fait la ceinture de l'UFC. Il vit aujourd'hui aux États-Unis. Il y vit permanemment. C'est l'entraîneur d'une jeune fille, comment j'oublie son nom, qui combat qui est en strawweight. Angela Lee. Non, c'est pas Angela Lee, c'est Bah peut-être Angela qui va bientôt, qui devait... Non, on sait pas. Angela Lee, c'est... Elle est en flyweight, elle. Non, moi, voilà, je parle de Angie Lee, je ne sais plus exactement c'est quoi son nom. Okay. Voilà. Mais en tout cas, excellent entraîneur, ceinture noire 3e degré. Je pense que ça va être un combat très solide. Et puis, Abdouragimov. Gros choc contre Alex Loré pour peut-être... Abdouragimov contre Alex Loré. Il aurait été difficile de faire un combat français plus solide chez les welterweight. C'est compliqué de faire plus solide que ça. Donc, on va avoir Alex Loré qui ramène tout le public anglais avec lui, qui ramène aussi les grands supporters, les grands fans du MMA de l'Île-de-France avec lui, et face à lui, Abdullah Abdouragimov, qui les équipes, on n'explique plus ce qu'il sait faire, comment il sait faire. C'est une question de temps. Ancien champion du bref, je sais pas, ceinture noire, je suis brésilien, il a gagné quasiment tous les tournois de grappling à un moment donné. Voilà. Belle carte. J'aime bien le côté de la carte où c'est compliqué de comprendre qu'est-ce qui va se passer. Et ben voilà, le teasing a déjà commencé. Le lien pour la billetterie est dans la description et dans le commentaire épinglé. Et on me dit dans l'oreillette qu'en plus du King, bien évidemment, peut-être que votre humble serviteur sera présent avec le reste de l'équipe la soirée. En tout cas, affaire à suivre. C'est le 11 décembre prochain. C'est à Levallois. Et au niveau de la diffusion, oui, parce que c'est quelque chose qui a même été posé en commentaire du dernier King Energy pour les gens qui n'auraient pas de place, qui ne vont pas pouvoir se procurer les places. Comment peuvent-ils regarder l'événement ferme ? L'événement sera diffusé sur une plateforme
nouvelle sur le monde, très originale sur le monde du MMA, mais une plateforme qui est très solide et qui a fait tous les grands concerts, notamment de Maître Gibbs et tout. Ça s'appelle Geekson, la plateforme. Cette plateforme-là va nous faire un live et il y aura du pay-per-view dessus sur Geekson. Donc, Geekson.live, allez chercher dessus, allez regarder ce qui se passe voilà, c'est le seul endroit, c'est l'endroit où il y aura le live d'Ares. Et c'était donc une question de Zuck Alone pour la diffusion d'Ares Fighting Championship numéro 2. On avance, Fernand, avec... On va commencer par le Glory. Glory Kickboxing, c'était samedi dernier. Rico Verhoeven, Jamal Ben Saddik. On a eu une guerre nucléaire en Hollande. Un public de fou. Je pense que toi, tu t'es dit, Ares Fighting, si c'est comme ça au niveau de l'ambiance, ça peut être assez magnifique. Mais déjà, parlons du combat. Qu'as-tu pensé, toi, du choc, de la blessure de Rico Verhoeven? Est-ce que toi, tu vois des polémiques ou tu retiens le choc des titans, tout simplement? Non, j'ai du mal à retenir que le choc. C'était un très beau combat, très équilibré, mais je trouve la vie injuste du coup. Parce que les injustices qu'il y aurait pu avoir, qu'on dénombre, dont on parle, sont des injustices vis-à-vis de celui qui a fait le plus de sacrifices. Prendre le combat en short notice. Arriver face à un mec, alors que ça fait 2 ans qu'on n'a pas combattu, je sais plus combien de temps il n'avait pas combattu, arriver face au champion du monde. Toi, tu étais prévu pour combattre tu combats en 3 rounds en général, tu affrontes un mec qui est un diesel et qui combat toujours en 5 rounds. Tu vas le prendre dans son domaine. Tu fais le taf, tu accélères comme un malade, tu le touches, tu le bouscules, tu lui mets un knockdown, tu l'ouvres complètement et on te donne pas ce qu'il faut. Tu vois, moi, je trouve que, voilà, on aurait dû récompenser ce qu'il fait. Il aurait dû être arrêté, Rico. OK, c'est pas grave, le show continue parce que, bon, c'est un gros combat, c'est une trilogie, il faut laisser que tout le monde s'exprime jusqu'au bout. Pas de souci. Du coup, quand on va jusqu'au bout, ce qui se passe, c'est que quand on arrive sur le 4e, quand c'est au tour de Jamal, on dit, il était soutenu que par les cordes et donc, il fallait le sauver pour pas que ça se termine sur une civière. Mais non, il y a un autre qui peut perdre son œil, qui peut perdre sa vie. On le laisse aller jusqu'au bout. Et puis, il y a un autre qui est fatigué, mais qui peut revenir, hein. Il est fatigué, mais on sait jamais. On a vu des retours improbables. On a vu Cheikh Congo, KO complètement, il revenait c'est un poids lourd. Il touche, ça tombe. Donc, aucune chance pour lui. Et on va laisser passer quasiment 26 secondes. Le chrono officiel annonce que c'est la fin du round. Le mec est en dette d'oxygène. Il est dans un 4e round qui n'est pas sa zone de confort. Vous voulez que le match continue et que vous ne voulez pas arrêter rapidement? Là, c'est le moment d'arrêter, de lui permettre de respirer pour passer au 5e round. Donc, je trouve que Jamal, il a eu beaucoup de soucis, des problèmes des problèmes judiciaires, des problèmes de santé, du ring rust. Il est resté très loin des combats, de l'entraînement, du ring, changement de camp d'entraînement. Malgré tout ça, il nous a donné un challenge qui est incroyable. Et au final, je trouve que la vie est injuste qu'il ne soit pas récompensé. Voilà ce que je retiens du truc. Effectivement, oui, en tant que promoteur, je rêve d'avoir un public aussi dynamique. Je rêve d'avoir un choc aussi équilibré. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai, avec mon équipe, tout fait pour modifier les règles et arrêter de donner aux athlètes ce qu'on appelle le win bonus, mais donner le finish bonus. Ça veut dire que dorénavant, sur Ares, le salaire de l'athlète est additionné au finish, au win bonus. Ça fait un seul salaire. Ensuite, il y a un 0 si jamais tu arrives à la décision et tu as un autre bonus au cas où tu gagnes parce qu'on va accélérer cette envie de faire comme ce que Jamal a fait. C'était incroyable son accélération et c'était d'autant plus incroyable le retour de Rico qui revient de toute cette difficulté d'une blessure qui te fait rappeler que tu pourrais perdre ta vue, tu pourrais perdre ton moyen de combattre dorénavant, mais il revient et il va mettre une série de droites qui vont juste obliger l'arbitre à sauter entre les deux.
Et on sait qu'il y avait eu des discussions à l'époque pour que Cyril aille peut-être au Glory Kickboxing. Est-ce que, pour reprendre tes mots, quand tu vois ces combats, tu te dis, il y aurait eu la place? Difficile de dire. Parce qu'encore une fois de plus, moi, je suis confortable de dire que il y aurait eu la place de Cyril. D'autres personnes, ça va être discutable. Pourquoi je vais argumenter? Pourquoi je pense qu'il peut avoir la place pour Cyril au Glory face à Rico, concrètement. Je pense même moins à l'aise. Il pourrait avoir plus de difficultés face à Jamal que face à Rico. Rico est propre. Rico est un diesel. C'est le domaine de Cyril. Et en plus de ça, le défaut aujourd'hui au Glory, c'est que la logique interne de la discipline a bougé et a changé avec le temps. Dorénavant au Glory, ça bloque, ça frappe. Ça bloque, ça frappe. Ça met un bouclier, ça frappe. Le style de Cyril, même quand on se retrouve en anglaise à l'INSEP, ce qui met en difficulté les poids lourds de l'INSEP en anglaise quand Cyril est là, c'est ses déplacements. C'est le fait que on gère la distance et qu'il manage correctement l'interdistance qui le sépare de son adversaire. Je pense qu'effectivement, s'il reste dans son répertoire à toucher sans être touché, il y a possibilité qu'il y ait de l'artistique et ce qu'il faut. Maintenant, les fans aiment quand ça tombe, mais sincèrement, moi, je vois les boxeurs évoluer au Glory et je vois qu'avec le temps, ils perdent de ce qu'ils avaient comme boxeurs. Et ils ne boxent plus correctement et ça se perd. Je suis persuadé que il y a de la place, pas sûr que ce soit facile, parce que mine de rien, au bout d'un moment, quand tu n'as que ça et que tu ne peux pas rajouter d'autres feintes, et que les feintes ne sont que des feintes qui marchent sur la dimension d'être debout avec des feintes de coups de pied et puis des jambes ou des feintes de poing pour les jambes, c'est pas comme quand tu as aussi les feintes de la lutte avec les feintes des genoux, avec les feintes de certaines frappes qui n'existent pas beaucoup en kick. Donc, oui, personnellement, je suis persuadé qu'un mec qui gère la distance et il peut avoir des choses à faire. Adesanya, à un moment donné, a été ce genre de mec au Glory, même s'il n'a pas été champion du Glory. C'est un exemple qui montre juste que la logique interne du Glory a un peu changé. C'est plus, il faut bloquer, il faut frapper, il faut bloquer, il faut frapper. T'as un bouclier, tu ne l'ouvres jamais. Tu l'ouvres que pour frapper, tu refermes tout, tu le bouclier, tu ne te déplaces pas, tu ne recules pas. Et puis, il a manqué un peu de métier à Jamal finalement, parce que très honnêtement, ce que Jamal aurait pu faire, c'est que Jamal aurait pu embrasser Rico au moment où il était en perdition, qu'il était en dette d'oxygène. Tu vois un peu comme ce qu'a fait Tyson Fury, a pesé le max possible sur le dos de Deontay Wilder. Et je pense qu'il lui a manqué du métier de se dire, OK, au lieu de rester sur les cordes, adossées sur le code, vaut mieux s'accrocher. Ça me rappelle un peu le dernier combat de Nassourdine Imavov. Non, l'avant-dernier combat de Nassourdine Imavov contre West, au moment où Nassourdine le touche. Et en gros, la survie de West n'a été filouose, n'a été que parce qu'il a embrassé Nassourdine, ou en tout cas parce que Nassourdine l'a embrassé. Avançons désormais avec l'UFC. Donc il y avait Marvin Vettori contre Paulo Costa Borrachini. Alors Fernand, toi, je ne te le souhaite pas du tout, même si c'est vrai que ça fera un petit peu d'animation avant Arrest. T'es promoteur, donc t'es à la place de Dana White, et t'as un combattant comme Paulo Costa durant toute la semaine pour Arrest 2. Qu'est-ce que tu fais? Comment gères-tu ce cas? Parce qu'on a même eu l'impression que Dana White était, là aussi, hashtag Fernand Lopez, je suis débordé. Il était complètement débordé. Parce que le mec est atypique. OK, qu'on se le dise. Costa n'a jamais voulu perdre le poids. Costa n'a jamais eu l'intention de se présenter à 84 kilos. Costa, à aucun moment de sa vie, quand il est tout seul dans sa maison, il ne s'est dit, tiens, il faut peut-être que je fasse 185 pounds. Impossible. Le gars s'est littéralement moqué de la commission athlétique en termes de poids. C'est foutage de gueule, complètement. Maintenant, en plus, je pense qu'il aurait dû garder son
Qu'est-ce qu'il y a? Viens faire un câlin. Oh! Oh my god. Pff, trop de cuteness pour un lundi matin. Oh, aïe, 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 aïe. Allez, on repart. Oh là 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 là. My god. Je suis persuadé que Paulo Costa pourrait être un bon 93 kilos. Je pense définitivement que Paulo Costa devrait monter de catégorie. Il y a peu de personnes qui pourraient le battre chez les 93 kilos, j'en suis intimement persuadé. Par contre, chez les 93 kilos, par contre, chez les 84 kilos, il est en danger avec la nouvelle génération. Je ne suis pas sûr que Paulo Costa puisse battre Edmond Chabazé. Je ne suis pas sûr que Paulo Costa puisse battre Nassourdine Imavov. Parce qu'au niveau du striking, de la vitesse, de l'anglais, c'est quelque chose comme ça, ouais. Vettori et Paulo Costa ont fait un combat magnifique. Grosse guerre. Mais la lenteur des deux m'inquiète. Si on me demandait est-ce que je maintiens le combat de Edmond Chabazé contre Nassourdine pour dans 2 semaines ou est-ce que je le change contre Marvin Vettori, mais j'essaie rapidement de changer contre Marvin Vettori. Parce que, attention, Marvin Vettori, son menton, c'est du granit. Ce qu'il prend dans la bouche, il ne tombe pas, c'est incroyable. Mais c'est fou comment c'est lent. C'est d'une lenteur incroyable, c'est fou. La nouvelle génération des poids, des loups légers, des middleweight qu'on a, ils vont archi vite. Ils vont archi vite. Paulo Costa, au bout de 2 minutes, 3 minutes, il n'y avait plus rien. Je ne sais pas. Il n'avait plus rien. Il était dépouillé. Et 84 kilos, ça va être difficile pour eux de percer. C'est pour ça que Adesanya a 7 longueurs d'avance. Parce qu'il a un mix de deux. Parce que mine de rien, Adesanya, il est lourd. Du fait qu'il soit très grand, il est lourd. Il pèse déjà, mais il a la vitesse, il a surtout le timing. Les 2 mecs qu'on a vus, moi, tu regardes le combat de... il y avait quoi comme combat en middle? Il y avait le combat de la soirée. Rodriguez, Grégory Rodriguez, le Brésilien, d'ailleurs qui a failli affronter Nassourdine Imavov au Contender Série. Grégory Rodriguez contre Young, j'oublie Young Park, c'est ça? C'est Young, je sais plus comment c'est quoi son nom, mais en tout cas, Young, le japonais, je te promets, non, le chinois, japonais, je ne sais plus, je dis n'importe quoi. Bon, en tout cas, Grégory, le Brésilien, qui a affronté Young, c'était le combat de la soirée. Ils ont gagné le Fight of the Night. Donc, du coup, j'étais super content pour l'Asiatique qui a pris le bonus le bonus de ces $50,000 pour la soirée. J'étais très content pour Rodriguez qui a fait un combat de malade, qui est mort, qui est fatigué, mais qui revient avec un KO époustouflant. Alors qu'à la base, c'est un mec qui vient du JJB, qui est un gars de sol, et je suis impressionné par ce qu'il a pu faire. Mais en tout cas, je suis encore persuadé que il est plus facile pour des poids moyens comme Nassourdine Imavov de naviguer chez les grands requins comme Paulo Costa, Marvin Vettori, que d'aller jouer avec des gars comme Edmond Chabazé ou alors des gars comme Israël Adesanya. C'est 2 mondes différents. Israël Adesanya, un magicien, lecture de jeu de fou, timing de malade. Edmond Chabazé, vitesse de malade, stratégie, intelligence de game. Et au milieu, il y a ces 2 mecs qui s'appuient sur de la puissance et je les vois bien aller gérer avec le champion des poids lourds légers à l'UFC. Oh, wow. Ok, donc affaire à suivre pour Paulo Costa Borrachinha. Il y avait un samedi absolument chargé parce qu'il y avait aussi Bombardier au KSW. Malheureusement défaite par KO après 18 secondes de Bombardier. Qu'as-tu pensé de ce combat, toi, là? Prévisible. Oh, ok. Parce qu'il a fait, c'était un peu, moi, ça m'a fait penser à, exactement comme Francis contre, Jairzinho Rozenstruik, sauf que, voilà. Prévisible. C'est quoi la stratégie de combat? C'est quoi, enfin, j'ai envie de dire, c'est quoi son camp d'entraînement d'abord, pour commencer?
Tu sais où il s'entraîne, Bombardier? Aucune, et je crois qu'il était là en région parisienne, un peu excentré, mais je n'ai pas le nom de la team, malheureusement. Ok. Bon, moi, je n'ai aucune nouvelle et c'est un peu inquiétant. C'est un peu inquiétant parce que euh, CGT comme ça, non, c'était prévisible. C'était prévisible et je suis pas très surpris, mais encore une fois de plus, c'est le KSW. Ils font des shows de malades avec très très peu de contrôle. Donc je, je sais même pas. Il a été pesé à combien pour Janowski? Il était aux alentours des 120 kilos. Donc il lui rendait quand même pas mal de points. Ok. Ok. Et Bombardier, lui, il arrive avec 160 kilos, c'est ça? Il arrive combien? Ouais, je crois que c'était 140, quelque chose. C'était Voilà, assez c'est énorme. 145 minimum. Parce que Bombardier, la dernière fois que j'ai parlé avec équipe de perte de poids, il partait de 150 par là. Donc non, ça me surprend pas, c'est un peu compliqué. La lutte sénégalaise c'est très très puissant, mais ce sont des profils en dessous de 120 qui sont prometteurs. Ce sont des profils qui peuvent se mouvoir. Ce sont des mecs comme Ruk avec une possibilité d'explosivité et puis surtout la possibilité de durer dans le temps. Passer au deuxième, on est tous à qui peuvent. D'ailleurs, vu l'accélération qu'il a fait Bombardier, si ça échange et qu'il ne tombe pas, soit il tombe comme ça par chaos, ça va être une ambulance qui va leur mettre un truc qui va les entuber pour pouvoir ventiler, quoi. Parce que tu peux pas avoir ton cœur entouré d'une telle masse musculaire et graisseuse et respirer normalement avec une telle accélération. Donc, encore une fois de plus, je suis pas sûr. Is not surprised. Parce que oui, Fernand s'est aussi pris pour Nate Diaz ce samedi avec un tweet I am not surprised pour l'officialisation de Francis contre Cyril Gane le 22 janvier prochain. Avec ensuite un Everything Goes as Planned, donc tout se passe comme prévu là pour l'instant. Yes. C'est fou euh, parce que vraiment, c'est ça la qualité de Twitter. C'est que sur Instagram, tu réfléchis pour poster et sur Twitter, tu postes comme ça te vient. Tu balances la sauce comme ça. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est ça. C'est que euh, dans le cadre quand le procès est arrivé à mes yeux, le premier réflexe que j'ai eu, c'est je ne suis pas surpris. Parce que, bon, je lisais le procès, il y avait des commentaires en dessous sur le procès de l'UFC qui disaient, oh my God, oh, jeez. Et donc, il y avait quelques surprises dessus. Moi, le réflexe que j'avais, c'est, je ne suis pas surpris. Ça fait juste 5 ans que c'est planifié. Ça fait juste 4-5 ans qu'on le sait que ça va arriver. Que c'est une affaire de temps. Et certains, même des plus proches, ne le croyaient pas que ça va arriver, mais on savait que on y va doucement et qu'on va y arriver. Et donc on y est. Et le fait que ce soit à Anaheim, moi j'avais eu la chance d'y aller, c'était pour Daniel Cormier Stipe Miocic 2, donc c'est quand même un endroit où au Honda Center où l'UFC a l'habitude de faire des gros chocs, il y avait aussi Daniel Cormier, John Jones numéro 2. Toi tu trouves que c'est une bonne chose de s'éloigner quelque part aussi un petit peu de Las Vegas et là d'être en Californie ou ça ne te fait rien du tout? Ça ne change pas la donne, mais ça change juste l'idée de se dire que j'ai énormément fait Las Vegas. Cyril a énormément bouffé Las Vegas. C'est un mec qui aime bien découvrir des nouvelles salles, des nouveaux lieux, des nouveaux restaurants. Et ça nous fait plaisir de savoir qu'on va découvrir des nouveaux restos, des nouvelles ambiances, et puis une configuration différente que celle qu'on a souvent à Vegas. C'est tout. Alright. Ben on vous tient au courant en tout cas pour le choc qui arrive petit à petit. On va passer à l'UFC 267, c'est ce week-end, la carte est extrêmement dense là aussi, mais on n'a pas l'impression, tu vois, qu'il y a un énorme main event. Le main event c'est Teixeira contre Jan Blachowicz. Est-ce qu'il y a un combat en particulier dont tu veux parler? Non, pour être très honnête avec toi, je ne la connais pas encore la carte. Je ne l'ai pas vue complètement. Je sais qu'il y a Jan Blachowicz, mais en dessous, je ne sais pas. Ah, Glover Teixeira, Jan Blachowicz, ça va être un combat assez difficile, même si pour moi, ça va être une guerre de technique contre la force.
On revient pas à la même chose que tous les grands combats. C'est la technique contre la force, parce que les gens ne le savent pas, mais comment il s'appelle, Glover Teixeira est l'une des meilleures black belts en lutte à livrer qui existe au Brésil. Glover Teixeira, c'est un grand boxeur. Techniquement parlant, c'est vraiment un beau boxeur. Et puis, il va faire face à la puissance polonaise, Legendary Polish Power. La légendaire puissance polonaise. Et on verra ce que ça va donner. Mais en dessous de la carte, je ne sais pas si tu peux m'éclairer. Yann contre Sandhagen. Donc Sandhagen qui a le petit label futur par Fernand Lopez, là qui a sa chance pour la ceinture intérimaire face à Yann. Ça s'annonce très 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 chaud celui-là. Pour moi, tu le sais, hein, c'est Sandhagen all days. Ah, là même contre Petroyan? Oui, parce que Petroyan, il est très solide, il n'y a pas de souci. Je pense que sur le papier, c'est lui qui gagne, mais j'adore la manière dont Yann combat. Et donc, all days. Peu importe, je sais pas, c'est pas, là, je ne te dis pas que c'est un choix, comment dire, raisonnable. Je te dis que c'est un choix de cœur. C'est que je pense vraiment que Sandhagen, c'est le futur. Si le futur ne démarre pas demain parce que Yann est dans son état de flow, s'il est dans son état de flow, il est imbattable, Yann, pour le moment. Et si ça arrive et tout, ça ne fait rien. Je serai quand même derrière Sandhagen à le supporter. Et on a aussi, alors là c'est un petit peu une, j'allais dire mission suicide, non mais hautement risquée, Dan Hooker qui affronte Islam Makhachev, donc Dan Hooker qui sort d'une belle victoire là pour son retour. 4 semaines après, il affronte Islam Makhachev. Ça c'est chaud. Ah, c'est chaud pour Dan Hooker ou pour Islam? Pour Dan Hooker, c'est très chaud. D'accord. C'est très chaud parce que il a une belle stratégie, il boxe bien, mais tout ce qu'il fait de bien, c'est quasiment ce qu'il fait Islam, sauf que lui ne fait pas tout ce que Islam fait de bien. Dan Hooker boxe correctement, c'est la même chose pour Islam, quoi. Islam a une boxe décente. Dan Hooker, est-ce que Dan Hooker peut lutter comme Islam Makhachev? Non. Est-ce que Dan Hooker peut battre Islam Makhachev en combat de grappling? Non. Est-ce qu'il peut le battre en changement de niveau? Non. Est-ce qu'il peut le battre en feint, en timing? Non. Donc, c'est compliqué. Ça va être, il faut qu'il nous sorte le meilleur Dan Hooker qu'on ait jamais vu. Mais, pas sûr que ça passe. Surtout avec ce qu'ils ont comme difficulté à s'entraîner en Nouvelle-Zélande. Peut-être il est resté il est resté aux États-Unis, ouais. Ok. C'est déjà pas mal de stabiliser aux États-Unis, mais voilà, faut faire très attention à tout ça. Faut faire très, très attention. C'est une mission impossible. Et s'il gagne, alors il aura gagné vraiment un grand nombre de followers. Il aura prouvé qu'il est un monsieur. Là, il gagne, il passe là. Alors, pour moi, il a tout le respect du monde. Et pour Islam, s'il gagne, est-ce que pour toi ce sera un accomplissement en soi? Parce que, bon, moi Islam, j'étais quand même étonné d'une chose, c'est que là aujourd'hui il est 5e du classement UFC après avoir battu Thiago Moises qui était 14e lors de leur affrontement. Donc j'ai vraiment l'impression que la UFC surtout veut le pousser plutôt que vers la ceinture. J'ai été très déçu par Islam Makhachev face à Moses. Ouais. Quand Moses l'a amené au sol, quand Moses a pu prendre son dos, j'ai été déçu. Maintenant, je pense que Islam, il y a des jours avec et des jours sans. Je pense qu'il était sur son mauvais jour. Et je pense que Islam se présente correctement. Dan Hooker, c'est un grand nom. C'est un très, très grand nom. Battre Dan Hooker à l'heure-ci, c'est un grand nom et ça va le propulser vraiment vers l'avenir. Donc, c'est un bon plan pour lui. Ça reste un bon plan et qui est à sa portée. Alright. Mais on va passer maintenant à la question. Enfin, la question non. Dernier combat, c'est Khamzat Chimaev qui fait son retour face à Li Jingliang. Li Jingliang qui sort d'une très belle victoire face à Ponzinibbio par KO, mais c'est surtout toutes les questions qui entourent Khamzat après des complications liées au Covid qui ont été extrêmement difficiles pour lui. Toi, est-ce que t'es toujours dans le hype train Khamzat Chimaev ou tu demandes à voir? Toujours, je n'ai jamais, toujours à la dimension de ce que j'ai été. J'ai été dans le hype train de
de Chimaev, mais pas à mort. J'étais pas le mec qui disait, oh, c'est le futur. J'ai jamais dit que c'était le futur. J'ai dit juste que la règle aujourd'hui, elle est simple. Tu veux percer en MMA, il faut rester busy. Et lui, il est busy. Il a été busy jusqu'à ce que le Covid le rattrape. Cette mentalité de busy, il y a des mecs que je connais autour de moi. Il y a des personnes que je connais qui sont des très bons athlètes, mais je suis quasiment sûr qu'ils ne vont pas percer. Parce qu'ils ne sont pas busy. Parce qu'ils ne combattent pas souvent. La clé, elle est simple. Le code de l'UFC et le code de tous les promoteurs, c'est oui, oui, oui. Le seul moment de dire non, c'est si tu n'es pas bien payé et que tu n'es pas payé à la hauteur de ce que tu veux et que tu penses être bon, si le promoteur se moque de toi. Mais quand tu as une organisation comme l'UFC et que tu sais que à tout moment, ça peut percer, même si tu gagnes 10 000, le code, c'est de dire oui. Quand l'UFC t'appelle, quand un promoteur sportif t'appelle, dis juste oui et bats les mecs. Si tu bats les mecs, le promoteur sportif serait fou de ne pas te recruter nouvellement. Ce que je dis, c'est, je suis promoteur sur Ares. Je signe un mec. Je lui donne un certain salaire. Il n'aura pas besoin de renégocier s'il fait un show de malade. La promotion, elle est simple. Ce sont les mêmes problèmes à une échelle différente. L'UFC, gros problème, Ares, très petit problème. Parce qu'on n'est pas de la même échelle. Mais c'est le même modèle business. C'est simple. Dana White dit, OK, John Jones, tu penses que tu veux gagner beaucoup d'argent? Viens au combat. De toutes les façons, dans ton contrat, il est marqué que tu as 2 points par pay-per-view. Tu auras 2, voire 2,50 par pay-per-view vendu. Bah, viens. Vends un maximum. Vends comme Conor et t'es millionnaire. Tu n'auras pas besoin de me forcer la main. Mais si tu comptes que moi, je vais te garantir ta paye sans que je ne garantisse ce qui vient dans mon compte, c'est mort. Et c'est pour ça que la clé, elle est simple. Vous voulez devenir une méga star, dites oui tout le temps. Et quand si Conor commençait à négocier au bout de 4-5 combats, bah, Dana White ne lui aurait pas donné l'heure. Mais quand Conor vient, il dit, je vais battre au 3e, je gagne. On lui met n'importe qui, il demande des grands noms. Il dit, je vais le battre au 1er, il gagne. Il dit, je vais le mettre KO au 3e, il gagne. Bah, devine quoi? Dana White dit, c'est parti. C'est banco, celui-là, je le garde. Bah, c'est la même pour nous tous. Nous tous, on a l'intention de garder nos gars. Moi, il y a un gars qui vient dans mon show. Il envoie le show. Et je vois que le public adhère. Et je vois que les signes sur les réseaux sociaux montrent qu'il adhère. Je serais fou de le laisser partir. Bah, c'est la même chose. Je suis vraiment persuadé que ça se joue à ça. C'est dire oui, oui, oui. Et c'est pour ça que je suis à fond avec Chimaev, parce que Chimaev a dit oui, oui, oui. Et ça ne parle pas chinois. Je suis un peu malade, je ne sais pas est-ce qu'il est à mon poids, est-ce qu'il n'est pas à mon poids. Non. À 77, oui, je suis chaud. 84, je suis chaud. 93, je suis chaud. Là, tu es incontournable. Là, c'est l'UFC qui te court après. Là, tu montes. Là, la visibilité, tu n'as pas besoin de mettre des belles photos sur ton Instagram. Ton Instagram monte. Parce que quoi? Parce que tu es Mr. Yes. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Dernière question, seule question de l'épisode, qui s'adresse à nous deux, Fernand. Donc c'est Axel qui nous pose la question, mais bon, c'est surtout Fernand qui va répondre parce que j'espère avoir cette longévité à cause des heures de diffusion des combats les samedis. Comment vous, Guillaume compris, gérez votre hygiène de vie? Est-ce que toute votre semaine se fait en fonction des samedis? Merci pour ces émissions à chaque fois riches en contenu marketing, communication, d'expertise sportive et même de développement personnel. Alors Fernand. Ouh là là, je suis un cas particulier. Je suis l'exemple du cordonnier le plus mal chaussé qui existe. Je suis un cordonnier qui donne beaucoup de conseils sur l'hygiène de vie. C'est mon métier de parler de l'hygiène de vie, de l'importance du sommeil. Le sommeil est quasiment le deuxième ou le troisième besoin vital physiologique, quoi. Si tu enlèves la respiration et tu enlèves l'eau, ce qui vient après, c'est le sommeil. C'est capital. Encore plus important et plus prépondérant que la nutrition. Donc, mais malheureusement, ça doit faire
une dizaine d'années que je dors en moyenne 3 heures par nuit, voire 2 heures sur de fortes périodes. C'est pas, ouais, sinon, on ne ferait pas tout, sinon je serais pas là. Donc, j'espère juste que j'accélère ce processus et que dans quelques temps, je vais pouvoir dormir plus longtemps parce que j'aurais réussi à ubériser mon métier et à m'aider des collaborateurs qui vont me permettre de dormir un peu plus. Mais oui, en ce moment, je ne suis pas le bon exemple. En gros, c'est simple. Un être humain a ce qu'on appelle un cycle circadien. Circadien, ça vient du latin circadium. Circa, c'est environ, et diem, c'est la journée en latin. Et donc, ce cycle circadien, il est propre à chacun. Tu auras besoin peut-être toi de dormir 5 heures par nuit. Moi, j'aurais besoin de dormir 8 heures par nuit. D'autres personnes que 3 heures par nuit. Mon cycle circadien, je pense qu'il a été modifié. Je ne suis pas assujetti au jet lag. Donc, quand je voyage, je n'ai pas de problème comment dire, de zone de sommeil, voilà quoi. Je vis où je vis comme je vis comme ma vie va. Si les seuls problèmes qui m'empêchent de vivre comme ça, c'est quand je suis complètement avec mes filles et parce que du coup, c'est les filles qui prennent le relais et si elles se lèvent à 8 heures, tu te lèves à 8 heures, quoi. Quand tu es un parent, c'est comme ça, c'est la réalité. Mais quand elles ne sont pas avec moi, et quand elles sont chez leur maman, bah, du coup, je vis comme je vis. Je vis, si jamais j'ai du boulot qui continue jusqu'à 4 heures du matin, je bosse jusqu'à 4 heures. Si le boulot s'arrête, si jamais mon boulot doit aller jusqu'à 6 heures, 7 heures du matin, bah ça va jusqu'à 7 heures. Ensuite, je prends 2 heures pour dormir et puis ensuite, je cours à reprendre le boulot. Je vis complètement en flux tendu en fonction de... Je me laisse aller par les activités et le boulot que j'ai à faire. Oh là là, et on en est où d'ailleurs de la reprise du sport? Parce qu'il y a quelques épisodes, t'avais dit que là c'était reparti, tu te fixais quand même des plages horaires dédiées pour le sport. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Absolument, Ah, ceux qui sont témoins, ceux qui fréquentent la salle on air à Voltaire le savent, que tôt le matin, j'ai mon rendez-vous calé avec Yann Ostozo, qui est le patron de salle de On Air Destin, On Air de Voltaire, qui était d'ailleurs un ancien de l'équipe de France d'athlétisme, qui a été Miss Univers à un moment donné. Et c'est avec lui que je m'entraîne quasiment tous les jours et d'ailleurs qui donne aussi un coup de pouce à la diète de Cyril. Et puis à côté de ça, on a, comment ça s'appelle? Moi, j'ai mes cours particuliers avec un coach à moi que vous connaissez déjà sur les réseaux, c'est Paul, qui est un coach de CrossFit. Et donc, je me rends 2 fois par semaine à sa boxe. Donc, ça fait 2 fois à la boxe au CrossFit et 2 à 3 fois par semaine à la salle avec Yann et tout. Et donc, voilà, je n'ai pas le choix. J'essaie de me maintenir à ça pour une petite hygiène de vie. Au niveau sportif, c'est pas trop la galère. J'essaie de maintenir. C'est au niveau du sommeil que des fois je galère. oh là là. En tout cas, non, parce que c'était il y a quelques semaines, les trapèzes. Les trapèzes avaient fait grand bruit sur les réseaux sociaux, les trapèzes de Fernand Lopez. Bien, bah, en tout cas, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, Fernand, vous le savez, là, ça accélère entre les 100Gs. Le 11 décembre, Ares Fighting Championship numéro 2. Les actualités sont très très chaudes, donc n'hésitez pas, ça se passe dans la description. Fernand, merci comme à chaque fois. On se retrouve mardi prochain. Merci à toi, Guillaume. Effectivement, ça s'accélère. Vous aurez bientôt en ligne la FAT 4 d'Ares 2 le 4 février. D'Ares 3. D'Ares 3. D'Ares 3 le 4 février et d'Ares 4 le 19 mars. Donc, voilà quoi. Il y a quasiment tous les mois, vous allez avoir un événement tous les mois et on vous met rapidement les FAT 4 pour que tout le monde s'accarrête puisse réserver le style voilà, puisse réserver tout ce qu'on a en termes de qualité d'entertainment. Merci à tous et encore une fois de plus, n'oubliez pas, click the button. OK? Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore fait, likez,
et puis commenter, hein, poser des questions et on est là et Guillaume, c'est une Bible, il va tout vous raconter. Allez, à la semaine prochaine.